Mes parents ont refusé de m'emmener à Hawaï ou Tao. J'ai utilisé mon bonus de 55K$ pour louer une villa à Bora Bora avec ma vraie famille. Maintenant, ils sont furieux. Et je les ignore. Il n'y a tout simplement pas de place pour toi, Chloé. Tu comprends, n'est-ce pas? La voix de ma mère était légère, presque joyeuse, comme si elle me parlait de la météo plutôt que de m'exclure. D'une autre vacance familiale. Je me tenais dans ma cuisine à Denver, le téléphone collé à mon oreille, sentant cette contraction familière s'étendre sur ma poitrine. La maison à Hawaï n'a que 4 chambres, a-t-elle continué. Ton père et moi en avons besoin d'une, évidemment. Ensuite, il y a ta sœur et Marc, et les enfants ont besoin de leur propre espace maintenant qu'ils grandissent. Tu sais comme. Sophie devient quand elle doit partager avec son frère. Je m'appelle Chloé, et j'ai 27 ans. Je travaille comme directrice régionale des ventes pour une entreprise de distribution d'équipements médicaux, un poste que j'ai gagné de haute lutte. Au cours des 5 dernières années. Je vis seul dans un appartement modeste. Je paie mes propres factures. Et jusqu'à ce moment, j'avais encore gardé un espoir insensé que ma famille me voie comme plus qu'une simple pensée après coup. Et le canapé? Je me suis entendu demander, détestant le désespoir qui s'insinuait dans ma voix. Où je pourrais prendre un hôtel à proximité et simplement retrouver tout le monde pendant la journée. Ma mère a soupiré, ce sont de longues souffrances qu'elle avait perfectionnées au fil des ans. Ma chérie, ce serait juste gênant. De plus, le but est le temps de créer des liens familiaux. Si tu restes ailleurs, cela va à l'encontre du but. Je voulais crier que m'exclure. Entièrement aller encore plus à l'encontre du but. Mais j'avais appris il y a longtemps que se disputer avec ma mère était comme essayer de retenir de l'eau dans mes mains. Tout ce que je disais glissait simplement à travers ses doigts. Sans être reconnu ni rappelé. Nous allons aussi à Lake Tahoe en février. A-t-elle ajouté comme pour m'offrir un prix de consolation. Peut-être que d'ici là, nous pourrons trouver une solution. Combien de chambres? Cette maison a-t-elle? Une pause. 5. Mais ta sœur a invité ses beaux-parents 7 fois. Tu sais à quel point elle est proche des parents de Marc. Ils sont pratiquement de la famille. Pratiquement de la famille. Contrairement à moi, sa propre fille. N'est-ce pas? J'ai dit, la voix plate. Eh bien, j'espère que vous passerez tous un moment merveilleux. Oh, ça va être le cas. Je t'enverrai des photos. Et Chloé, peut-être que tu devrais commencer à économiser. Pour tes propres vacances. Tu travailles si dur. Tu mérites une belle escapade. Après qu'elle eut raccroché, je suis resté immobile dans ma cuisine pendant ce qui m'a semblé être une heure. La lumière du soir s'estompait à travers ma fenêtre, projetant de longues ombres sur les comptoirs. J'ai pensé à lui rappeler, à lui demander pourquoi ma sœur Viviane et sa famille passaient toujours en premier, pourquoi. Il y avait toujours de la place pour tout le monde sauf moi. Mais je connaissais déjà la réponse, même si personne dans ma famille ne la dirait jamais à voix haute. Viviane était l'enfant d'or. Elle avait donné à mes parents des petits-enfants. Elle avait épousé un orthodontiste prospère et vivait dans une belle maison en banlieue. Elle organisait les dîners de vacances et se souvenait des anniversaires de tout le monde et faisait tout ce qu'une bonne fille était censée faire. Moi, en revanche, j'avais commis le péché impardonnable d'être célibataire. Sans enfant et concentré sur ma carrière. Je suis allé à mon réfrigérateur et j'ai sorti une bouteille de vin, m'en versant un verre généreux. Alors que je prenais la première gorgée, j'ai remarqué la notification sur mon téléphone. Un email du service des ressources humaines de mon entreprise. Je l'ai ouvert sans trop y penser, m'attendant à une mise à jour de routine sur les avantages ou les changements de politique. Au lieu de cela, mes yeux se sont écarquillés lorsque j'ai lu l'objet. Distribution des primes de performance de fin d'année. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que je défilais. Je savais que des primes arrivaient, mais je m'attendais peut-être à 10 ou 15 000 euros. En fonction de mes chiffres de vente. J'avais largement dépassé mes objectifs cette année, mais l'économie avait été imprévisible, et j'avais tempéré mes attentes en conséquence.
Le chiffre au bas de l'email m'a fait m'asseoir. 55 000 euros. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je ne hallucinais pas. 55 000 euros à déposer directement sur mon compte dans les 2 semaines. Mes mains tremblaient alors que je posais mon verre de vin. Pendant un bref, insensé moment, j'ai pensé à rappeler ma mère. J'ai pensé à lui dire que je pourrais contribuer à la location de la maison d'Hawaï, que je pourrais payer un endroit plus grand pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Mais même alors que la pensée me traversait l'esprit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une porte qui se fermait lentement depuis des années a finalement claqué. Il ne voulait pas de moi là-bas. Aucune somme d'argent ne changerait cela. J'ai repris mon téléphone, mais cette fois j'ai appelé quelqu'un d'autre. Entièrement. Quelqu'un qui ne m'avait jamais fait sentir comme un inconvénient. Salut, l'inconnu, a répondu Daniel à la 2e sonnerie. Je pensais justement à toi. Daniel était ma meilleure amie depuis l'université, et au cours de la dernière décennie, elle était devenue plus une famille pour moi que mes parents biologiques ne l'avaient jamais été. Elle et son mari Colm nous avaient accueillis dans leur vie sans hésitation, et leur fille de 5 ans, Rosie, m'appelait Tati Chloé avec une affection si sincère que cela me faisait parfois venir les larmes aux yeux. « Es-tu occupé en ce moment ?» j'ai demandé. « Je dois te parler de quelque chose. Colm est en train de coucher Rosie. Donne-moi 20 minutes et je peux faire un appel vidéo. Tout va bien ?» J'ai regardé mon téléphone, l'email brillant toujours sur l'écran, et j'ai senti un sourire se dessiner lentement sur mon visage. En fait, ai-je dit, je pense que tout est sur le point d'aller très bien. Grandir en tant que sœur cadette de Viviane signifiait grandir dans son ombre. Elle avait 3 ans de plus que moi, et depuis mes premiers souvenirs, elle était toujours là. Norme par rapport à laquelle j'étais mesurée et jugée insuffisante. Viviane était une pom-pom girl. Reine du bal de promo. Je préférais les livres et les promenades solitaires. Viviane avait une parade de petits amis et un calendrier social actif. J'avais un petit cercle d'amis proches et je passais mes week-ends à étudier. Mes parents n'ont jamais dit explicitement qu'ils auraient souhaité que je sois plus comme elle. Mais ils n'en avaient pas besoin. Leur déception était tissée dans chaque interaction, chaque comparaison, chaque soupir de résignation lorsque je ne parvenais pas à satisfaire des attentes auxquelles je n'avais jamais consenti en premier lieu. Les exclusions de vacances avaient commencé il y a des années, si progressivement que je ne l'ai presque pas remarqué au début. Quand j'étais à l'université, mes parents ont emmené Viviane en Europe pour son cadeau de remise des diplômes. Quand j'ai obtenu mon diplôme 2 ans plus tard, ils m'ont donné un chèque de 500 € et ont suggéré que je l'utilise pour mes prêts étudiants. Quand Viviane s'est fiancée, toute la famille s'est envolée pour Napa-Valley. Pour une célébration d'un week-end. Quand j'ai obtenu ma première promotion majeure, ma mère a envoyé un texte qui disait simplement « Bravo, ma chérie ». Mais le vrai schéma est apparu après que Viviane a eu des enfants. Soudain, chaque événement familial tournait autour de Sophie et Thomas. Chaque vacances était planifiée en fonction de leur calendrier scolaire. Chaque destination de vacances était choisie en fonction de ce qui serait amusant pour les enfants de 8 et 11 ans. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette nouvelle configuration familiale, il y avait de moins en moins de place pour moi. Il y a 3 ans, mes parents ont loué une maison de plage en Floride pour Thanksgiving. J'ai conduit 12 heures pour y arriver, pour découvrir à mon arrivée que le seul endroit où dormir pour moi était un matelas pneumatique dans la buanderie. Viviane et Marc avaient la suite parentale. Mes parents avaient la 2e chambre. Les enfants avaient la 3e, et d'une manière ou d'une autre, la meilleure amie de Viviane du lycée et son mari avaient eu la 4e chambre parce qu'ils se trouvaient en ville. Nous ne pensions pas que cela te dérangerait, a dit ma mère. Quand j'ai exprimé ma surprise. Tu es si facile à vivre à propos de ces choses. Je n'étais pas facile à vivre. J'avais simplement appris que se plaindre ne changeait rien, alors j'avais cessé de m'en préoccuper. J'ai dormi dans la buanderie ce Thanksgiving en écoutant le sèche-linge faire tourner les serviettes de plage de quelqu'un à 6 heures du matin et je me suis dit que ce serait
différent la prochaine fois. Ça n'a pas été différent. Il y a 2 ans, la réunion de famille avait lieu dans un pavillon dans le Tennessee. J'avais confirmé ma présence des mois à l'avance et j'avais même envoyé de l'argent pour aider à couvrir les frais de location. Quand je suis arrivé, j'ai découvert que ma chambre avait été donnée au frère de Marc, qui avait décidé de venir à la dernière minute. Il est pratiquement de la famille, m'a expliqué ma mère, utilisant ces mêmes mots qui résonneraient à nouveau dans notre appel téléphonique. Et il est venu de Californie. Tu n'as conduit que depuis le Colorado. J'ai passé cette réunion à dormir dans ma voiture. Sur le parking, me faufilant dans le pavillon chaque matin pour me doucher avant que tout le monde ne se réveille. Je me suis dit que j'étais mature, que je maintenais la paix, que la famille valait ses petits sacrifices. Le dernier Noël a peut-être été le pire. Mes parents avaient annoncé qu'ils organisaient une fête de vacances spéciale chez eux, et tout le monde devait être présent. J'ai demandé des jours de congé, réservé un vol coûteux pendant la période de pointe des fêtes. Et suis arrivé le 23 décembre avec des cadeaux pour tout le monde. Mais quand je suis entré par la porte, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Oh, Chloé, a dit ma mère, son visage s'affaissant. Viviane ne t'a pas dit? Nous avons changé la célébration au 26 parce que les enfants ont un voyage de ski avec leurs autres grands-parents le jour de Noël. Personne ne me l'avait dit. Mon vol de retour était prévu pour le 26 décembre à 8 heures du matin. J'avais déjà manqué la fenêtre pour le changer sans payer de frais énormes. Tu peux quand même rester pour le dîner de la veille de Noël, a proposé ma mère. Et peut-être un peu de la matinée de Noël avant notre grand échange de cadeaux de famille le 26. J'ai passé la veille de Noël à regarder ma nièce et mon neveu ouvrir des cadeaux en avance pendant que j'étais assise en périphérie. J'ai passé la matinée de Noël à manger le petit déjeuner seul parce que tout le monde dormait avant le voyage de ski des enfants. Je suis rentré chez moi le 26. Pendant que ma famille se réunissait pour la célébration à laquelle je n'avais jamais été correctement invité. Quand j'en ai parlé à Danielle par la suite, elle s'est mise en colère pour moi. Pourquoi continues-tu à y aller? A-t-elle exigé. Il te traite comme un ajout optionnel, pas comme un membre de la famille. Parce que ce sont mes parents, ai-je dit faiblement. Parce que c'est ce que tu es censé faire. Non, a répondu Danielle fermement. Ce que tu es censé faire, c'est t'entourer de gens qui veulent vraiment que tu sois là, qui font de la place pour toi, littéralement et figurativement. La famille n'est pas seulement le sang. Chloé. La famille, ce sont les gens qui sont là pour toi. J'ai pleuré alors, submergé par la simplicité de ces mots et les années de douleur qu'il reconnaissait. Danielle m'a serré dans ses bras pendant que je sanglotais, et après, elle et Cole m'ont insisté pour que je me joigne à eux pour le réveillon du Nouvel An. Leur célébration était petite, chaleureuse et pleine de rire. Et quand minuit a sonné, la petite Rosie m'a jeté ses bras autour de moi et a crié « Bonne année, Tati Chloé. Je t'aime à la lune. » C'était ça, la famille. C'est comme ça que ça devrait se sentir. Maintenant, assise dans ma cuisine avec un bonus de 55 000 € brûlant un trou dans mon compte bancaire et un rejet de plus de mes parents frais à l'esprit, j'ai finalement compris ce que je devais faire. Pas par dépit, même si je mentirais si je disais que la vengeance n'était pas une partie de ma motivation. Mais plus que cela, j'avais besoin de enfin me montrer de manière définitive que je méritais mieux. Qu'il y avait des gens dans ce monde qui ne me feraient jamais dormir dans une buanderie ou un parking ou me demanderaient simplement de disparaître pour que d'autres soient plus à l'aise. J'avais besoin de prouver que je pouvais créer ma propre famille, mes propres traditions, mes propres souvenirs que personne ne pourrait m'enlever. Et je le ferai. De manière spectaculaire. L'appel vidéo avec Danielle ce soir-là a tout changé. Son visage est apparu sur mon écran, chaleureux et curieux, ses cheveux noirs tirés dans le chignon désordonné qu'elle portait toujours après le travail. D'accord. Balance, a-t-elle dit. Tu avais l'air bizarre au téléphone. Bien. Bizarre, mais bizarre. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. L'exclusion d'Hawaï, l'exclusion de l'Ectao, les excuses fragiles
concernant l'espace et les liens familiaux qui ne semblaient jamais m'inclure. Et puis je lui ai parlé du bonus. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. 55 000 €. Chloé, c'est incroyable. Je continue de vérifier pour m'assurer que l'email est réel, ai-je admis. Mais voici la chose. Ma première réaction a été d'offrir d'aider à payer pour une maison plus grande pour que ma famille puisse m'inclure. Et puis j'ai réalisé à quel point cela sonnait pathétique. À quel point il serait pathétique de littéralement payer pour le privilège d'être traité comme une. Pensez après coup. Tu n'es pas pathétique, a dit Daniel fermement. Tu as juste été conditionné à accepter des miettes alors que tu mérites toute la boulangerie. J'ai ri malgré moi. C'est une façon très Daniel de le dire. Eh bien, c'est vrai. Elle s'est penchée plus près d'eux. La caméra. Alors, qu'est-ce que tu vas faire à la place? C'était le moment que j'avais préparé, l'idée qui s'était cristallisée dans mon esprit. Alors que j'étais assise seule dans ma cuisine, fixant cet email. Je veux partir en voyage, ai-je dit. Un vrai voyage, pas une escapade de week-end économique ou un forfait médiocre. Je veux aller quelque part de spectaculaire, quelque part où j'ai toujours rêvé de visiter, et je veux emmener des gens qui veulent vraiment passer du temps avec moi. L'expression de Daniel s'est adoucie. Chloé, je veux vous emmener, toi et Colm et Rosie, ai-je continué, ma voix stable malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Je veux louer l'un de ces bungalows sur pilotis à Bora Bora que j'ai regardé sur Instagram pendant des années. Je veux nager dans une eau cristalline et regarder le coucher du soleil sur le lagon et boire du champagne et sentir que j'appartiens réellement quelque part. Pendant un long moment, Daniel n'a rien dit. Puis elle s'est essuyé les yeux et j'ai réalisé qu'elle pleurait. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle murmuré. Ça coûterait cher. Je sais ce que ça coûterait. J'ai déjà regardé les options. Mon bonus peut couvrir tout le voyage avec de l'argent restant. Transport, hébergement, repas. Tout. Je veux faire ça. Non, j'ai besoin de faire ça pour moi. Chloé, nous ne pouvons pas te laisser payer. Tu ne me laisses rien faire. Je te demande, s'il te plaît. Toi et Colm et Rosie, vous êtes ma famille, pas par le sang, mais par choix. Vous êtes les personnes qui ont été là pour moi quand ma vraie famille ne voulait pas se donner la peine. Vous êtes les personnes qui ont fait de la place pour moi à chaque fois sans que j'aie besoin de supplier, de payer ou de m'excuser d'exister. Daniel pleurait complètement maintenant, et à travers le haut-parleur du téléphone, j'ai pu entendre la voix de Colm en arrière-plan demandant. Ce qui n'allait pas vient ici, a dit Daniel à Colm, la voix épaisse. Tu dois entendre ça. Colm est apparu à l'écran, le front plissé d'inquiétude jusqu'à ce que Daniel explique rapidement ce que j'avais proposé. Son expression est passée de surprise, d'incrédulité, et finalement à quelque chose qui ressemblait à une profonde affection. Chloé, a-t-il dit lentement. Es-tu sûre de ça? C'est une somme d'argent énorme. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Nous avons parlé tous les trois pendant une autre heure, réglant la logistique et les datés. Les considérations pratiques de voyager avec une enfant de 5 ans. Daniel a continué d'insister pour qu'il paie au moins une partie du voyage, mais j'ai tenu bon. C'était mon cadeau pour eux, mon merci. Pour des années d'amour inconditionnel et de soutien. Plus que cela, c'était mon cadeau pour moi-même, la preuve que je pouvais choisir ma propre voie et créer mon propre bonheur. À la fin de l'appel, nous avions provisoirement fixé des dates qui coïncidaient avec le voyage de mes parents à Hawaï. Ce n'était pas un accident. Si j'allais faire une déclaration, je voulais qu'elle soit impossible à ignorer. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à près de 2 heures du matin à rechercher des hébergements et à lire des critiques. J'ai trouvé un complexe hôtelier qui proposait des villas sur pilotis avec des planchers en verre, pour que l'on puisse regarder les poissons nager en dessous. Les photos montraient des ponts privés avec accès direct au lagon, des douches extérieures entourées de fleurs tropicales, et des dîners servis à la lueur des bougies sur la plage. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue, et pour la première fois de ma vie, j'allais en faire l'expérience. Je me suis endormi cette nuit-là avec un sourire sur mon visage, rêvant d'eau turquoise et du son des douces vagues.
Dans mon rêve, Rosie éclaboussait dans le lagon pendant que Daniel et Colm se prélassaient sur le pont. Et quelque part loin, mes parents réalisaient qu'il n'y avait pas de place pour moi parce que j'avais arrêté d'essayer de me glisser dans des espaces qui ne me convenaient pas. J'avais fini d'être une pensée après coup. J'étais prête à être le personnage principal de ma propre histoire. Les semaines entre la réservation du voyage et le départ réel ont été remplies d'un étrange mélange d'anticipation et d'anxiété. Je m'attendais à être purement excité. Mais au lieu de cela, je me suis surprise à vérifier constamment mon téléphone, m'attendant à ce que ma mère appelle avec une crise qui me forcerait à annuler mes projets. Les vieilles habitudes, j'ai réalisé, étaient remarquablement difficiles à briser. La conversation avec ma mère à propos de leur voyage à Hawaï a continué de jouer dans mon esprit. Elle m'avait envoyé des messages 2 fois depuis lors, les 2 fois pour partager des détails logistiques sur leurs vacances, comme si je les trouvais intéressants plutôt que douloureux. La maison a la vue la plus incroyable sur l'océan, disait son premier message. Ton père planifie déjà quel restaurant nous devrions essayer. Viviane a trouvé un super lot que les enfants vont adorer. Le deuxième message était une photo de l'annonce de la maison de location. 4 chambres, 3 salles de bain, une piscine à débordement donnant sur l'océan Pacifique. J'ai étudié la photo. Plus longtemps que je n'aurais dû, comptant les lits, imaginant où tout le monde dormirait. Il y avait un canapé-lit dans le salon dont personne n'avait parlé. Il y avait un pont avec des sièges extérieurs qui auraient pu accueillir un matelas pneumatique. S'il m'avait vraiment voulu là, des solutions existaient. Mais la vérité était aussi claire que l'eau hawaïenne dans cette photo d'annonce. Il ne voulait pas de moi là-bas. Les excuses concernant l'espace n'étaient que ça, des excuses. Mon absence n'était pas un problème logistique à résoudre, mais un résultat souhaité. Je n'ai répondu à aucun des 2 messages. Pendant ce temps, mes préparatifs pour Bora Bora se sont poursuivis. Le complexe hôtelier exigeait un dépôt pour réserver la villa. Et j'ai transféré l'argent sans hésitation. J'ai fait des recherches sur les activités appropriées pour les jeunes enfants et j'ai découvert que Rosie pourrait participer à un programme de snorkeling pour enfants spécialement conçu pour les débutants. J'ai trouvé un fournisseur local qui organisait des croisières privées au coucher du soleil et un autre qui proposait des séances de photographie pour les familles souhaitant immortaliser leurs souvenirs de vacances. Daniel et moi parlions presque tous les jours, son excitation grandissant avec la mienne. Colm avait pris la responsabilité de faire les valises pour Rosie, ce qui entraînait des mises à jour quotidiennes hilarantes sur les négociations se déroulant dans leur maison. Elle insiste pour apporter cet animal en peluche, Daniel a rapporté lors d'un appel. Colm a essayé de la limiter à 2, et elle a eu une crise complète sur le traumatisme de l'abandon. Ou une enfant de 5 ans apprend-elle le traumatisme de l'abandon? Probablement du même endroit où elle a appris à négocier comme une minuscule avocate. J'ai ri. Elle tient ça de toi, au fait. La négociation. Colm blâme entièrement ton influence. Ces conversations étaient un baume pour mon âme, un rappel de pourquoi je faisais ça. Chaque rire, chaque histoire stupide sur les pitreries de Rosie, chaque moment de connexion facile renforçait ma décision. C'est comme ça que la famille était censée se sentir. C'est là que j'appartenais. Il y a 3 jours avant notre départ prévu, mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai reconnu immédiatement. Mon père m'appelle presque jamais directement, préférant laisser ma mère gérer les communications familiales. Son nom sur mon écran a envoyé une poussée d'adrénaline à travers mon corps. Papa, ai-je répondu prudemment. Chloé, ta mère me dit que tu n'as pas répondu à ses messages concernant notre voyage. J'ai fermé les yeux, m'examinant. J'ai été occupé par le travail. Trop occupé pour envoyer une simple réponse. Elle s'inquiète pour toi. L'ironie de cette déclaration m'a presque fait rire. Ma mère s'inquiétait pour moi, mais pas assez pour me faire de la place lors de 2 vacances familiales distinctes. J'apprécie l'inquiétude, ai-je dit soigneusement. Mais je vais bien. En fait, j'ai de bonnes nouvelles à moi aussi. Oh. Je pars aussi en vacances. La même semaine que ton voyage à Hawaï, en fait. Une pause. Vraiment? Où vas-tu? Bora Bora.
J'ai réservé une villa sur pilotis. Dans un complexe hôtelier là-bas. Mes amis Daniel et Colm viennent avec moi ainsi que leur fille. Le silence de l'autre côté s'est étiré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'était pas tombé. Bora. Bora. Mon père a finalement répété. Ça semble cher. Ça l'est. Mais j'ai reçu une prime substantielle au travail et j'ai décidé de me faire plaisir en partant seul. Avec juste tes amis. Oui, papa. En partant seul, avec des gens qui veulent vraiment passer du temps avec moi? Je n'avais pas l'intention que les mots sortent si pointus, mais ils flottaient entre nous comme un défi. Mon père, il faut lui rendre justice, a semblé comprendre que quelque chose d'important se passait. Chloé, a-t-il dit lentement, si c'est à propos de la maison d'Hawaï, tu sais, nous t'aurions inclus s'il y avait de la place. Vraiment? Parce qu'il n'y avait pas non plus de place à Lake Tahoe, et il n'y avait pas de place dans le Tennessee il y a 2 ans. Et il y avait à peine de la place en Floride il y a 3 ans. Et quand il y avait de la place, c'était un sol de buanderie. Ce n'est pas. Je n'appelle pas pour me disputer. Papa. J'appelle pour te dire que j'ai fait d'autres projets. De bons projets. Des projets qui ne nécessitent pas que je mendie des miettes d'attention ou que je dorme dans ma voiture pour que quelqu'un d'autre ait mon lit. Tu as dormi dans ta voiture? La confusion sincère dans sa voix m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'avait même pas remarqué. Ni ma mère, apparemment. Ou il l'avait remarqué et avait simplement choisi de ne pas s'en soucier. Lors de la réunion du Tennessee, ma chambre a été donnée à quelqu'un d'autre après que j'ai déjà payé pour elle. J'ai dormi sur le parking pendant 3 nuits plutôt que de faire une scène. Chloé, je n'en avais aucune idée. Pourquoi n'as-tu rien dit? Est-ce que cela aurait changé quelque chose si je l'avais fait? Il n'a pas répondu. Et dans son silence, j'ai trouvé ma propre réponse. Passe un merveilleux moment à Hawaï, ai-je dit. Donne mes amitiés à Viviane et aux enfants. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Quelles que soient les conséquences de cette conversation, je ne voulais pas y faire face tout de suite. J'avais des bagages à finir et de magnifiques vacances à préparer. La nuit avant notre départ, Daniel est venue m'aider à organiser mes bagages. Elle est arrivée avec du vin et une playlist de musique tropicale, et nous avons étalé tout sur le sol de mon salon comme si nous planifiions une expédition vers une autre planète. Crème solaire, vérifié. Répulsif anti-moustique, vérifié. Ce magnifique paréo que je t'ai forcé d'acheter le mois dernier, vérifié. Daniel a parcouru mes affaires avec l'efficacité de quelqu'un qui a voyagé avec un jeune enfant et qui comprend l'importance de la préparation. Es-tu nerveuse? A-t-elle demandé soudainement, relevant les yeux de ma valise. À propos du vol? Pas vraiment. C'est long, mais non, je veux dire à propos de tout ça. Ta famille, la déclaration que tu fais. J'ai considéré la question sérieusement. Étais-je nerveuse? L'émotion que je ressentais était plus difficile à définir. C'était quelque chose comme se tenir au bord d'une falaise sachant que sauter changerait tout, sans savoir exactement comment je me sentirais une fois que je tomberais. Je suis nerveuse à propos de ce qui vient après, ai-je admis, quand les vacances seront finies et que je devrais réellement faire face aux conséquences de me choisir pour une fois. Daniel a posé le bikini qu'elle pliait et est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Puis-je te dire quelque chose? J'ai hoché la tête. La première fois que la famille de Colm m'a fait sentir comme une étrangère, il a coupé le contact avec eux pendant 6 mois. 6 mois. Il leur a dit que sa femme était sa priorité. Et s'il ne pouvait pas me traiter avec un respect de base, il n'avait pas accès à sa vie. Je ne le savais pas. C'était avant notre mariage, alors que nous étions encore fiancés. Sa mère avait fait un commentaire sur le fait que je n'étais pas assez bien pour son fils, et Colm a simplement réagi. Il m'a dit plus tard qu'il avait toujours su que sa famille avait des problèmes, mais qu'il avait trouvé des excuses pour eux. Il s'est dit que c'était juste leur façon d'être. Mais quand ils ont blessé quelqu'un qu'il aimait, il n'a plus pu trouver ses excuses. J'ai senti des larmes poindre à mes yeux. Qu'est-il arrivé après les 6 mois? Ils se sont excusés. Sincèrement excusés. Sa mère et moi n'allons jamais être les meilleurs amis,
mais elle me traite avec respect maintenant, parce que Colm lui a montré qu'il y aurait des conséquences si elle ne le faisait pas. Penses-tu que je fais la même chose? Daniel m'a pris la main. Je pense que tu montres enfin à ta famille que ta présence dans leur vie est un privilège, pas une garantie. Et je pense que cela les terrifie, qu'ils l'admettent ou non. Nous avons fini de faire les valises dans un silence confortable après cela. Le poids de notre conversation s'est installé en quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Quand Daniel est parti cette nuit-là, elle m'a serré plus fort que d'habitude. Merci, a-t-elle murmuré. De nous inclure dans ça, de nous faire confiance pour quelque chose d'aussi important. Merci d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être choisi, ai-je répondu. Après son départ, je suis resté seul dans mon appartement, regardant les valises alignées près de la porte. Demain, je prendrai un avion et je volerai plus loin que je n'avais jamais voyagé. Demain, je commencerai un nouveau chapitre dans une histoire que j'écrivais enfin pour moi-même. Je ne savais pas exactement ce qui se passerait à mon retour, mais pour la première fois depuis longtemps. Je n'avais pas peur de le découvrir. Au moment où notre avion a atterri en Polynésie française, j'ai senti quelque chose changer en moi. L'air était différent ici. Épais d'humidité et du parfum de fleurs que je ne pouvais pas nommer. Par la petite fenêtre de l'avion, j'ai eu mon premier aperçu de l'eau qui avait hanté mes rêves pendant des mois. Un bleu si vif qu'il faisait presque mal de regarder. Rosie, attachée à son siège à côté de moi, a pressé son visage contre la vitre et a haleté. Tati Chloé, l'eau fait semblant d'être le ciel. Daniel a croisé mon regard de l'autre côté de l'allée et a souri. Bienvenue au paradis. Le voyage de l'aéroport à notre complexe hôtelier comprenait un transfert en bateau que Rosie a déclaré être le meilleur bateau au monde entier. Elle a passé tout le trajet penchée sur le bord, surveillée de près par Colm, pointant chaque poisson qu'elle apercevait sous la surface. Sa joie était contagieuse, et je me suis surprise à rire plus pendant ce trajet en bateau de 30 minutes que je ne l'avais fait depuis des mois. Quand le complexe hôtelier est finalement apparu, j'ai arrêté de respirer. Les villas sur pilotis s'étendaient sur le lagon comme un collier de bijoux en bois. Chacune était positionnée pour offrir une intimité totale tout temps, offrant des vues imprenables sur les montagnes et l'eau environnante. Notre villa, celle que j'avais choisie après des heures de recherche et de délibération, était au bout de la jetée. Chloé, a soufflé Daniel. C'est. Elle n'a pas pu finir la phrase. Moi non plus. Un membre du personnel du complexe hôtelier nous a accueillis à l'embarcadère avec des colliers de fleurs et des verres de champagne pour les adultes et du jus pour Rosie. Ils nous ont conduits le long de la longue jetée en bois jusqu'à notre villa, nous expliquant les commodités en chemin. Terrasse privée avec accès direct au lagon, panneau de sol en verre dans le salon, douche extérieure, service d'étage 24h24, concierge personnel. L'intérieur était encore plus étonnant que ce que les photos avaient suggéré. Le bois naturel et les draps blancs créaient un sentiment de calme que j'ai ressenti jusqu'aux os. Le lit était énorme, drapé d'une moustiquaire qui ressemblait à quelque chose d'un conte de fées. Et à travers les panneaux de sol en verre, nous pouvions voir des poissons nager paresseusement sous nos pieds. Rosie s'est immédiatement allongée sur le verre, son visage à quelques centimètres de la surface. Ils sont comme mes animaux de compagnie maintenant, a-t-elle annoncé. Celui-là est Gérald, et celui-là est Princesse Scintillante. Colm a commencé à déballer pendant que Daniel et moi sommes sortis sur le pont. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose que je n'avais jamais vu en dehors des photographies fortement filtrées. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, ai-je dit. Doucement. J'attends toujours que quelqu'un me dise qu'il y a eu une erreur, que je ne suis pas censé être ici. Daniel s'est tourné pour me regarder, son expression sérieuse malgré le beau décor. C'est exactement comme ça que ta famille t'a fait sentir, n'est-ce pas? Comme s'il y avait eu une erreur, comme si tu n'étais pas censé être incluse dans leur bonheur. Je n'ai pas pu répondre, la gorge nouée. Regarde autour de toi, Chloé. Tu as fait ça. Tu as rendu ça possible et tu mérites chaque seconde de cela. Cette première soirée a donné le ton pour le reste du voyage. Nous avons dîné livré à notre villa, un étalage élaboré de fruits de mer frais et de fruits tropicaux que Rosie a principalement ignoré au profit du panier de pain. Nous nous sommes assis sur le pont à regarder les étoiles émerger, et j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié existait. Le contentement. Au cours des jours suivants,
nous nous sommes installés dans un rythme à la fois luxueux et étrangement domestique. Les matinées commençaient par le petit déjeuner sur le pont, Rosie racontant des histoires élaborées sur les poissons qu'elle avait nommés. Le milieu de la matinée était réservé à la baignade dans le lagon, où Rosie s'est avérée être une petite créature aquatique intrépide qui devait être constamment rappelée de rester à portée de main d'un adulte. Les après-midi étaient réservés aux siestes et à la lecture et au type de relaxation paresseuse que je ne m'étais jamais permis d'expérimenter. Le 3e jour, j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois depuis mon arrivée. J'avais intentionnellement laissé mon téléphone en mode avion, voulant être pleinement présente dans mon environnement, mais une curiosité morbide m'a poussé à renouer avec le monde extérieur, ne serait-ce que brièvement. Les notifications sont arrivées en masse. Messages de ma mère, appels manqués de mon père, plusieurs messages de ma sœur Viviane, qui me contactait rarement directement. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une notification des médias sociaux. Ma mère m'avait identifié dans une publication. J'ai ouvert l'application et j'ai senti mon estomac se serrer. La publication était une photo de toute ma famille, moins moi, debout devant la maison de location d'Hawaï. Mes parents étaient au centre, les bras l'un autour de l'autre. Viviane et son mari Marc les flanquaient d'un côté tandis que ma nièce et mon neveu faisaient des grimaces pour la photo de l'autre. Tout le monde portait des chemises hawaïennes assorties que je ne connaissais pas, souriant largement à celui qui avait pris la photo. La légende disait « Vacances en famille, Chloé nous manque », mais il n'y avait tout simplement pas de place cette année. La prochaine fois. Le mensonge était si désinvolte, si facile que cela m'a coupé le souffle. Me manquer comme si mon absence était une circonstance malheureuse plutôt qu'un choix délibéré. Comme s'ils avaient fait de leur mieux pour m'inclure et avaient simplement été vaincus par la logistique. Daniel m'a trouvé assise au bord du pont, les pieds pendant dans l'eau, fixant mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai montré la publication. Son visage a traversé une série remarquable d'expressions, se terminant par quelque chose qui ressemblait à une fureur froide. Ils ne t'ont même pas invité, a-t-elle dit lentement. Et maintenant, ils prétendent publiquement qu'ils souhaitent que tu sois là. C'est un type spécial de manipulation. Je pense que ça s'appelle couvrir ses traces, ai-je répondu. Si quelqu'un demande pourquoi je ne suis pas sur la photo de famille, elle peut pointer cette légende et prétendre qu'elle a essayé. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai considéré la question attentivement. Pendant des années, je n'aurais rien fait. J'aurais ravalé ma blessure et aimé la photo et commenté quelque chose de neutre sur le fait que j'aurais aimé être là. J'aurais maintenu la fiction que ma famille m'aimait même quand leurs actions prouvaient le contraire. Mais j'étais assise au paradis entourée de gens qui avaient choisi d'être là avec moi. J'avais fini de maintenir des fictions. Je vais poster mes propres photos, ai-je dit, et je vais les laisser parler d'elles-mêmes. J'ai passé le reste de cet après-midi à prendre des photos. Pas les photos posées artificielles que ma famille préférait, mais de vrais moments de joie. J'ai capturé Rosie jouant avec les poissons à travers les panneaux de sol en verre. J'ai capturé Daniel et Colm se tenant la main sur le pont, en contre-jour du coucher du soleil. J'ai capturé notre dîner privé sur la plage, les bougies vacillant dans la chaude brise du soir. Et j'ai enregistré une vidéo. Un lamp panoramique qui commençait à l'intérieur de notre villa, passait par les portes vitrées jusqu'au pont, puis traversait le lagon jusqu'aux montagnes au loin. L'eau était si claire qu'on pouvait voir le corail sous la surface. Le ciel était peint de couleurs impossibles. Le seul son était le doux clapotis des vagues et le rire de Rosie quelque part en arrière-plan. « Es-tu sûr de ça ?» a demandé Daniel quand je lui ai montré ce que j'avais créé. « Je sais que c'est en partie le but. » Elle a étudié mon visage pendant un long moment, puis a lentement hoché la tête. « Alors publie-le, et quoi qu'il arrive, nous sommes là. » J'ai téléchargé la vidéo ce soir-là avec une légende simple. Quand tu arrêtes d'essayer de t'intégrer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour toi, tu trouves les endroits où tu appartiens vraiment. Reconnaissante pour ma famille choisie. J'ai identifié Daniel et Colm, mais je n'ai identifié personne de ma famille biologique. Je n'en avais pas besoin. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des oiseaux et au mouvement doux de la villa flottant sur l'eau. Pendant quelques moments de bonheur, j'ai oublié la publication et la déclaration que j'avais faite. J'étais juste une femme en vacances, regardant la lumière du matin peindre des motifs sur le lagon. Puis Daniel a frappé à ma porte. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit, sa voix soigneusement neutre. Mon téléphone avait explosé pendant la nuit. La vidéo avait été partagée des dizaines de fois.
Les commentaires allaient de soutien d'étrangers qui semblaient comprendre exactement ce que je communiquais à des connaissances confuses demandant des nouvelles de mon voyage à des messages de membres de la famille qui devenaient de plus en plus frénétiques. Le premier message de ma mère était arrivé à 6 heures du matin heure locale, ce qui signifie qu'elle était réveillée depuis des heures. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais à Bora Bora ? Nous aurions pu coordonner les voyages, peut-être même combiner les célébrations. » Le deuxième message était plus direct. « J'aimerais que tu nous dises que tu pouvais te permettre quelque chose comme ça. Nous t'aurions incluse à Hawaï si nous savions que l'argent n'était pas un problème. » Le troisième message a abandonné toute prétention de préoccupation désinvolte. « Ton père et moi sommes très blessés que tu aies publié cela. Cela ressemble à si tu essayais de nous faire sentir mal de ne pas t'avoir incluse dans notre voyage. Ce n'était pas nécessaire, Chloé. » Il y avait aussi des messages de Viviane, ce qui était suffisamment inhabituel pour me faire m'arrêter. « Maman est bouleversée. Peux-tu l'appeler et t'excuser? Je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique à ce sujet. » Et puis de la part de mon père. « Nous devons parler. Ce n'est pas la façon de gérer les désaccords familiaux. » J'ai lu tout ça sans répondre. Daniel m'a observé attentivement, prête à intervenir si je montrais des signes d'effondrement. Mais je n'avais pas envie de m'effondrer. Je ressentais quelque chose de complètement différent, quelque chose que j'ai mis un moment à identifier. Je me sentais libre. « Ils veulent que je m'excuse », ai-je dit finalement pour avoir posté des photos de mes vacances. « Bien sûr qu'ils le veulent. Tu viens de démontrer que tu n'as pas besoin d'eux, et cela les terrifie. Ma mère dit qu'ils m'auraient incluse s'ils avaient su que l'argent n'était pas un problème. » Les sourcils de Daniel se sont levés. Alors, elle admet que l'excuse concernant l'espace était un mensonge. Je n'avais pas saisi cette implication, mais elle avait raison. Si le problème était vraiment l'espace physique dans la maison de location, ma situation financière serait sans rapport. Mais si le vrai problème était quelque chose d'autre entièrement, quelque chose que ma mère ne voulait pas nommer directement, alors ma richesse apparente changeait l'équation. Elle veut que je sois reconnaissante, ai-je réalisé lentement. Elle veut que je sois pauvre et en difficulté et dépendante des miettes d'attention qu'ils sont prêts à me lancer. Quand je me montre quelque part de beau et de cher sans eux, cela perturbe le récit. Quel récit? Celui où je suis l'échec de la famille. La petite sœur célibataire, sans enfant, triste qui a besoin de leur approbation pour survivre. J'ai regardé mes dizaines de messages exigeant mon attention et mes excuses. Je ne réponds à rien de tout ça, ai-je dit. Pas encore. Nous avons encore 3 jours ici, et je vais profiter de chacun d'eux. Les jours restants de notre voyage ont été magiques. Je me suis entièrement engagé à être présente, ce qui signifiait que mon téléphone est resté en mode avion, sauf pour prendre des photos. Rosie a appris à faire de la plongée avec tuba dans le lagon peu profond, son enthousiasme à voir une tortue de mer de près valait chaque centime que j'avais dépensé. Daniel et Colm ont eu un dîner romantique seul pendant que je faisais du babysitting, et ils sont revenus rayonnants d'une manière qui a fait gonfler mon cœur de bonheur pour eux. Lors de notre dernière nuit, le complexe hôtelier a organisé un dîner privé sur la plage pour notre groupe. Des bougies bordaient le sable, et notre table était dressée sous une canopée d'étoiles qui semblait assez proche pour être touchée. Rosie s'est endormie sur sa chaise avant le dessert, épuisée par un dernier après-midi de baignade et de jeux. « Merci », a dit Colm en soulevant sa fille endormie dans ses bras. Je sais que Daniel l'a probablement dit une centaine de fois déjà, mais merci. Ce voyage a été incroyable. Merci d'être venu. Merci d'être la famille que j'ai choisie. Il a hoché la tête, comprenant le poids de ses mots, et a ramené Rosie à la villa. Daniel et moi sommes restés derrière, finissant notre vin et regardant les vagues lécher le rivage. « Que allez-vous leur dire ?» a-t-elle demandé. « Quand vous rentrerez ?» J'ai réfléchi à cela. Une partie de moi veut tout expliquer, exposer tous les moments où ils m'ont fait du mal et espérer qu'ils comprennent enfin, mais j'ai essayé ça avant et ça ne marche jamais. Ils déforment juste mes mots ou me disent que je suis trop sensible. Alors, quelle est l'alternative? Je ne sais pas encore, mais je pense que cela commence par accepter que je ne peux pas les faire comprendre. Je peux seulement contrôler mes propres choix à l'avenir. Nous sommes restés en silence un peu plus longtemps, l'océan respirant son rythme éternel contre le sable. « Tu vas t'en sortir », a dit Daniel finalement. « Quoi qu'il arrive ensuite, tu vas t'en sortir. » Je voulais la croire. Le voyage de retour a été long, mais étonnamment paisible. Rosie a dormi pendant la plupart des vols,
et j'ai passé le temps dans un silence contemplatif, me préparant mentalement à ce qui m'attendait à l'autre bout. Mon téléphone était éteint depuis des jours, et je savais que le rallumer serait comme ouvrir une écluse. Quand nous avons finalement atterri à Denver, j'ai dit au revoir à Daniel et Colm à l'aéroport. Rosie, à moitié endormie et grincheuse à cause de la longue journée de voyage, m'a serré avec toute la force que ses petits bras pouvaient gérer. Reviens à la maison des poissons avec nous, a-t-elle marmonné contre mon cou. C'était le meilleur. C'était le meilleur, ai-je convenu. Et nous le referons un jour. Je les ai regardés marcher vers leur voiture, Rosie déjà endormie contre l'épaule de Colm, et j'ai ressenti l'aigre douceur de retourner à la vraie vie. À la maison, j'ai déballé lentement, délibérément repoussant le moment où je devrais affronter mon téléphone. Mais finalement, il n'y avait plus rien à faire et je me suis assise sur mon canapé avec l'appareil dans mes mains. Le nombre de notifications était stupéfiant. Messages, appels manqués, messages vocaux, mentions sur les réseaux sociaux. C'était comme regarder une catastrophe se dérouler au ralenti. J'ai commencé par les messages de ma mère, qui étaient devenus de plus en plus dramatiques ces derniers jours. Je n'arrive pas à croire que tu m'ignores après tout ce que nous avons fait pour toi. Ta sœur pense que tu as complètement perdu la tête. Moi aussi. Si tu veux jeter ta famille à cause de vacances, c'est ton choix. Mais ne viens pas pleurer auprès de nous quand tu réaliseras que tu as fait une erreur. Et enfin, le message qui était arrivé juste quelques heures avant que mon avion n'atterrisse. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement de ma propre fille. J'ai essayé de t'élever correctement. Vraiment. Mais tu as toujours été difficile. Je pensais que tu t'en remettrais. J'ai lu le message 2 fois, m'émerveillant du manque total de conscience de soi qu'il contenait. Ma mère se positionnait comme la victime, comme toujours. Peu importe qu'elle m'ait exclu de 2 vacances familiales. Peu importe qu'elle ait passé des années à me traiter comme une pensée après coup. Dans son esprit, mon refus d'accepter tranquillement ce traitement était la vraie transgression. Je suis passé au message de Viviane, qui était moins émotionnel et plus transactionnel. Maman me rend folle à propos de ça. Peux-tu juste l'appeler et arranger les choses? Elle gâche le voyage pour tout le monde. Sérieusement, Chloé, quel que soit le point que tu essaies de faire, tu l'as fait. Maintenant, règle ça. Je n'ai pas le temps de m'occuper des drames familiaux. J'ai 2 enfants et un mari et une femme. Certains d'entre nous ne peuvent pas simplement s'envoler pour Bora Bora quand nous le voulons. L'ironie de ce dernier message venant de quelqu'un qui était littéralement en vacances à Hawaï à ce moment-là ne m'a pas échappé. Enfin, j'ai écouté le message vocal de mon père. Sa voix était fatiguée, frustrée et en quelque sorte toujours condescendante. Chloé, ça suffit maintenant. Ta mère est bouleversée. Ta sœur est bouleversée. Et franchement, je suis déçu de toi. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé pour gérer les problèmes. Tu n'abandonnes pas ta famille et tu n'en parles pas sur Internet. Rappelle-moi. Nous devons discuter de la façon dont tu vas arranger ça. Arranger ça. Comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal. Comme si mon seul chemin à suivre était de m'excuser et de supplier pour obtenir le pardon et de revenir à mon rôle désigné de déception familiale. J'ai posé mon téléphone et je suis allé à ma fenêtre. Denver s'étendait devant moi, familier et ordinaire après le paradis que j'avais laissé derrière moi. Mais je ne me sentais pas ordinaire. Je ressentais quelque chose de nouveau, quelque chose vers quoi je travaillais depuis des années sans m'en rendre compte. Je me sentais prête. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à ma mère. J'ai choisi mes mots soigneusement, sachant qu'ils seraient analysés et critiqués et probablement partagés avec le reste de la famille. Je ne vais pas m'excuser d'avoir pris des vacances avec des gens qui voulaient réellement passer du temps avec moi. Je ne vais pas m'excuser d'être heureuse ou de montrer ce bonheur sur les réseaux sociaux. Pendant des années, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Pas dans les maisons de location, pas dans les célébrations familiales, pas dans vos priorités. Alors, j'ai fait ce que vous m'avez toujours appris à faire. J'ai trouvé des gens qui font de la place pour moi. Ce n'est pas jeter ma famille. C'est enfin comprendre ma place dedans. Si vous voulez en parler, vraiment en parler sans accusation ou culpabilisation, je suis disposé, mais je ne m'excuserai pas d'avoir choisi moi-même pour une fois. J'ai envoyé le message et j'ai attendu. La réponse est venue plus vite que je ne l'avais prévu, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Tu es ridicule et égoïste. Je ne sais pas d'où cela vient, mais c'est blessant et injuste.
Nous t'avons toujours incluse quand nous le pouvions. Ce n'est pas de notre faute si tu prends tout si personnellement. J'aurais pu m'engager. J'aurais pu souligner des exemples spécifiques, des dates et des heures, et des reçus prouvant mon exclusion. J'aurais pu me défendre contre ces accusations et essayer à nouveau de lui faire comprendre. Au lieu de cela, j'ai tapé 3 mots. Je mérite mieux. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué mon père ensuite et Viviane et Marc pour faire bonne mesure. Bien qu'il ne m'ait jamais contacté directement, le silence qui a suivi a été profond. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais véritablement déconnecté de ma famille biologique. Plus de messages, plus d'excuses, plus d'attente d'une excuse qui ne viendrait jamais. Je me suis assise dans ce silence pendant un long moment, m'attendant à me sentir triste ou coupable ou effrayé. Mais ce que j'ai réellement ressenti était quelque chose de plus proche du soulagement. Le bruit de fond constant de la dysfonction familiale avait finalement cessé, et en son absence, je pouvais m'entendre penser. Mon téléphone a vibré avec un message de Daniel. « Comment vas-tu » J'ai souri et j'ai répondu « mieux que je n'ai jamais été ». Les semaines qui ont suivi ont été un ajustement. J'avais construit toute mon identité autour du fait d'être la fille accommodante, la sœur flexible, le membre de la famille qui ne se plaignait jamais et se contentait toujours de l'espace restant. Apprendre à vivre sans ce rôle était désorientant au début. Mais, progressivement, j'ai trouvé mon équilibre. J'ai rempli le temps que j'utilisais pour apaiser ma famille avec des choses qui me rendaient réellement heureuse. J'ai rejoint un groupe de randonnée et j'ai commencé à explorer les montagnes autour de Denver. J'ai suivi un cours de cuisine et j'ai appris à faire des plats qui auraient horrifié le palais fade du Midwest de ma mère. J'ai passé plus de temps avec Daniel et Colm et Rosie, qui étaient toujours vraiment heureux de me voir. Et j'ai continué à publier sur les réseaux sociaux, non pas malgré ma famille, mais parce que j'avais finalement cessé de mettre en scène ma vie pour leur approbation. J'ai posté sur mes aventures de randonnée, mes expériences culinaires, mes soirées tranquilles de lecture sur le balcon de mon appartement. J'ai posté sur la joie de la famille choisie et la liberté de laisser aller. 3 mois après Bora Bora, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet m'a fait m'arrêter. De ta cousine, Éléonore. Éléonore était la nièce de ma mère, quelqu'un que j'avais vu occasionnellement lors des réunions de famille mais que je n'avais jamais vraiment connu. Elle avait quelques années de plus que moi et vivait quelque part sur la côte est. J'ai suivi tes réseaux sociaux, a-t-elle écrit. Je voulais te contacter parce que je pense que tu devrais savoir que tu n'es pas seul. Ma mère, ta tante Dorothée, a été traitée de la même manière par la famille. Ils l'ont exclue pendant des années, lui ont fait sentir qu'elle n'appartenait pas. Quand elle a finalement cessé de l'accepter, ils l'ont coupée complètement. Elle est morte il y a 3 ans et la plupart de la famille n'est pas venue à l'enterrement. Je te dis ça non pas pour t'effrayer, mais pour te faire savoir que le problème n'est pas toi, c'est eux. Ils choisissent un enfant d'or et sacrifient tous les autres sur cet autel. Je suis désolé que tu aies dû apprendre ça de la manière difficile, mais je suis fier de toi d'avoir défendu tes droits. Tout le monde ne le fait pas. J'ai lu l'email plusieurs fois, des larmes coulant sur mon visage. Tante Dorothée. Je me souvenais à peine d'elle, juste une vague impression d'une femme gentille qui semblait toujours exister en périphérie des réunions de famille. Maintenant, je comprenais pourquoi. Le schéma était plus grand que moi. Il existait avant ma naissance et continuerait probablement longtemps après mon départ. Ma famille n'était pas brisée à cause de quelque chose que j'avais fait ou omis de faire. Elle était brisée parce qu'ils avaient appris, génération après génération, à sacrifier certains membres pour le confort des autres. Je ne pouvais pas réparer ça. Je ne pouvais pas les faire voir. Tout ce que je pouvais faire, c'était briser le cycle pour moi-même. J'ai écrit à Éléonore pour la remercier de m'avoir contacté et nous avons prévu un appel vidéo la semaine suivante. Cet appel en a mené à d'autres et lentement j'ai commencé à construire une relation avec un membre de la famille qui comprenait réellement ce que j'avais vécu. Pendant ce temps, le silence de ma famille immédiate s'est poursuivi. Je m'attendais à ce qu'ils escaladent, qu'ils se présentent à mon appartement ou contactent mon lieu de travail ou trouvent un autre moyen de forcer une confrontation. Mais ils n'ont fait aucune de ces choses. Dans leur monde, j'avais simplement cessé d'exister. Cela aurait dû faire mal. Une partie de moi pensait que cela devrait me bouleverser d'être si complètement effacé de ma propre famille. Mais la vérité est que j'avais été effacé bien avant le blocage officiel. Mon absence de leur vie avait commencé il y a des années, se produisant si progressivement que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien.
Maintenant, au moins, l'effacement était sous mes conditions. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai appris par l'intermédiaire d'Éléonore que ma mère disait aux gens que j'étais mentalement instable. Que mes actions à Bora Bora et après étaient la preuve d'une rupture plutôt que d'une percée, qu'ils étaient profondément préoccupés par moi, mais que je refusais d'accepter leur aide. Ils réécrivent l'histoire, a observé Éléonore lors d'un de nos appels. Ils font ça à chaque fois que quelqu'un part. Ils ne peuvent pas accepter que le problème puisse être avec eux, alors ils font du levier le méchant. Est-ce que ça s'améliore un jour? Ai-je demandé. Est-ce que ça arrête de faire mal un jour? La douleur change, a-t-elle dit pensivement. Elle devient plus comme un deuil pour quelque chose qui n'a jamais existé. Tu pleures la famille que tu méritais mais que tu n'as jamais eue, et finalement tu arrêtes de pleurer et tu commences à apprécier ce que tu as. J'ai pensé à Daniel et Colm et Rosie. J'ai pensé à mes amis de randonnée et à mon cours de cuisine et à mes soirées tranquilles sur le balcon. J'ai pensé à mon travail où j'étais valorisé et respecté et où j'avais des opportunités de grandir. J'avais plus que suffisant pour construire une belle vie. Et c'était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Le chapitre final de cette histoire est arrivé de manière inattendue. Presque un an après Bora Bora, j'étais au travail quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Chloé? Une voix de femme, professionnelle et légèrement nerveuse. Oui. Qui appelle? Je m'appelle Whitney. Je suis la sœur de Mark, la sœur de ton beau-frère. Je me suis redressé sur ma chaise. D'accord. Comment as-tu eu mon numéro? Je t'ai cherché. Je sais que c'est bizarre et je suis désolé de te contacter à l'improviste, mais j'avais besoin de te dire quelque chose et je pensais que tu méritais de l'entendre directement. Je t'écoute. Whitney a pris une profonde inspiration. Mark et Viviane divorcent. Les papiers ont été déposés la semaine dernière. J'étais tellement surprise que je n'ai pas répondu immédiatement. Ils avaient des problèmes depuis un moment, a continué Whitney. Mark a finalement admis que Viviane était abusive émotionnellement envers lui et les enfants depuis des années. Elle contrôle tout, critique tout, fait marcher tout le monde sur des œufs. Ça te semble familier? J'ai pensé au message de ma mère. Tu as toujours été difficile. J'ai pensé au rejet de Viviane. Certains d'entre nous ne peuvent pas simplement s'envoler pour Bora Bora quand ils le veulent. Ça me semble très familier, ai-je dit doucement. Mark m'a montré tes publications sur les réseaux sociaux, celles de ton voyage. Il a dit qu'elle lui avait fait réaliser quelque chose, qu'il était possible de simplement partir, d'arrêter d'essayer de s'intégrer dans une famille qui ne l'accepterait jamais. Il pensait partir de Viviane depuis des années, mais il avait toujours trop peur. Ta publication lui a donné du courage. J'ai senti des larmes monter derrière mes yeux. Je n'en avais aucune idée. Je sais que tu es en froid avec ta famille. Je sais que tu n'as probablement aucun intérêt à être impliqué dans leur drame. Mais je voulais que tu saches que ce que tu as fait comptait. Tu as inspiré quelqu'un à se sauver lui-même et ses enfants d'une situation toxique. Ce n'est pas rien. Après avoir raccroché, je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, traitant ce que j'avais appris. Ma famille avait essayé de me rendre invisible. Ils m'avaient exclu, diminué, et finalement prétendu que je n'existais pas. Ils avaient dit à tous ceux qui voulaient écouter que j'étais instable, égoïste, ingrate. Mais en fin de compte, ma visibilité avait compté. Mon choix d'arrêter de me cacher, d'arrêter d'accepter des miettes, d'arrêter de prétendre que j'étais d'accord pour être une pensée après coup, avait eu des répercussions que je n'aurais jamais anticipées. Je ne m'étais pas seulement sauvé moi-même. J'avais montré à quelqu'un d'autre que se sauver était possible. Ce soir-là, j'ai appelé Daniel en vidéo et je lui ai tout raconté. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé quand j'ai fini. Je me sens comme si l'histoire n'était pas finie, mais aussi comme si ma partie était peut-être terminée. Est-ce que ça a du sens? Ça a parfaitement du sens. Rosie est apparue dans le cadre, exigeant de dire bonjour à Tati Chloé. Elle m'a montré un dessin qu'elle avait fait de notre villa à Bora Bora, avec des poissons nageant sous le sol et des bonshommes de bâton qu'elle a identifiés comme nous tous. Quand retournons-nous à la maison des poissons? A-t-elle demandé. Bientôt, ai-je promis. Nous y retournerons certainement bientôt. Après la fin de l'appel, je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé le ciel de Denver. Il y a un an,
Je me tenais au même endroit, téléphone à la main, me demandant si j'avais le courage de poster ces photos du paradis. Maintenant, je connaissais la réponse. J'avais trouvé ce courage, et en le faisant, je m'étais trouvé moi-même. Les mois qui ont suivi le divorce de Mark ont révélé l'étendue de la dysfonction familiale. Whitney m'a tenu informé par des messages occasionnels, et l'image qui en est ressortie était sombrement satisfaisante. Viviane, dépouillée de son statut d'épouse et mère parfaite, était devenue de plus en plus amère et isolée. Ma mère, forcée de reconnaître que le mariage de son enfant d'or avait échoué, aurait souffert de ce qu'elle appelait une dépression nerveuse et a dû être brièvement hospitalisée pour anxiété. Mon père, pris entre la loyauté envers sa femme et la preuve indéniable que quelque chose n'allait pas dans la façon dont ils avaient élevé leur fille, s'est replié sur lui-même et parlait à peine à qui que ce soit. Le voyage en famille s'est arrêté net. Les publications coordonnées sur les réseaux sociaux se sont taries. La façade du bonheur parfait qu'ils avaient maintenu si longtemps s'est effondrée, et il ne restait personne à blâmer sauf eux-mêmes. Mark a obtenu la garde principale de Sophie et Thomas, qui, selon toutes les informations, s'épanouissaient loin des critiques constantes de leur mère. Viviane a emménagé dans un petit appartement et a commencé une thérapie, bien que Whitney ait rapporté qu'elle semblait plus concentrée à jouer la victime qu'à réellement changer. Et mes parents ont vieilli dans la maison où ils avaient appris à Viviane à être supérieure et à moi à être invisible, finalement seul avec les conséquences de leur choix. Quant à moi, j'ai construit la vie que j'avais toujours méritée. J'ai continué à progresser dans ma carrière, devenant finalement vice-présidente de ma division. Je voyageais souvent, parfois vers des destinations luxueuses comme Bora Bora, et parfois vers des endroits calmes où je pouvais simplement exister sans performance. Daniel et Colm sont restés mes amis les plus proches, ma famille choisie. Et regarder Rosie grandir me rappelait constamment que l'amour n'est pas une question de sang, mais de présence. Je n'ai jamais regretté le chemin que j'ai choisi. Pas quand les gens demandaient après ma famille. Et j'expliquais qu'ils étaient en froid. Pas quand les vacances arrivaient et que je célébrais avec des gens qui voulaient vraiment être avec moi. En regardant mon parcours de vengeance, j'ai réalisé que ce n'était jamais vraiment une question de vengeance. C'était de croire enfin que je méritais une place à table. Et quand cette place m'a été refusée, avoir le courage de construire ma propre table à la place.